Après l'attaque de l'aéroport de Niamey, le général Abdourahmane Tiani a fait des accusations extrêmement graves. Il pointe du doigt 3 présidents, Alassane Ouattara, Patrice Talon, et même Emmanuel Macron. Mais que s'est-il réellement passé? Et surtout, pourquoi ces accusations maintenant? Selon les informations diffusées par les autorités nigériennes, une attaque a visé l'aéroport de Niamey. L'aéroport est une infrastructure stratégique pour le pays. Il est essentiel pour les déplacements, le commerce, mais aussi pour les questions de sécurité. Une attaque contre un tel site est donc perçue comme un message fort et une tentative de déstabilisation. Mais c'est surtout la réaction du général Tiani qui a marqué les esprits. Dans une intervention publique, il a accusé certains dirigeants étrangers d'être impliqués ou de soutenir des actions visant à déstabiliser le Niger. Des accusations très graves qui dépassent largement le cadre d'un simple incident sécuritaire. Pour comprendre ces accusations, il faut aussi regarder le contexte politique actuel dans la région. Depuis les coups d'État au Niger, au Mali et au Burkina Faso, les relations avec certains pays d'Afrique de l'Ouest et avec la France se sont fortement dégradées. La création de l'Alliance des États du Sahel a également redessiné les équilibres politiques et militaires dans la région. Dans ce climat déjà très tendu, chaque déclaration prend une dimension particulière. Mais ces accusations posent plusieurs questions importantes. Y a-t-il des preuves concrètes pour étayer ces affirmations? S'agit-il d'informations issues des services de renseignement? Ou bien d'un message politique adressé à certains acteurs de la région? Pour l'instant, beaucoup d'observateurs donnent leur point de vue pour aider à comprendre toute cette affaire. Oui, effectivement, le jeudi 29 janvier 2026, tôt le matin, un peu après minuit 10, précisément, des détonations ont lieu aux alentours de l'aéroport Diori Amani de Niamey, et des coups de feu ont éclaté à cet endroit. Et l'objectif était d'attaquer l'aéroport, de prendre l'aéroport. Et il faut savoir que l'aéroport d'un pays, ce n'est pas seulement que les avions qui atterrissent, qui repartent. C'est un endroit stratégique pour un pays, c'est un endroit qui permet de contrôler l'espace aérien d'un pays. Et à cet endroit, justement, il y avait l'état-major de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel qui était là. Et surtout, depuis des semaines, il y a au moins 1000 tonnes d'uranium qui ont été emmagasinées à cet aéroport-là. Donc pourquoi justement faire l'assaut de cet aéroport? Moi j'ai vu 2 volets. D'abord s'en prendre à la force unifiée. N'oublions pas non plus, je vais préciser que dans cet aéroport aussi, il y a un espace consacré aux drones. Les drones qui servent à faire de la surveillance du territoire du Niger et au-delà de l'AES. Et puis des drones aussi qui permettent de neutraliser les ennemis, de les identifier, de les neutraliser. Très utile dans la lutte contre le terrorisme. Très utile effectivement dans la lutte contre le terrorisme. Donc prendre cet endroit, c'est d'abord contrôler l'espace aérien du Niger, c'est s'approprier les drones qui permettent de lutter efficacement contre le terrorisme. Et en plus, n'oublions pas qu'il y a l'uranium et que Orano a intenté un procès contre l'État nigérien parce que cette société dit que l'État nigérien s'est approprié de son uranium et que cette société avait dit qu'elle surveillerait par satellite cet espace, l'aéroport, et qu'elle intenterait un procès contre tout acheteur, tout pays qui achèterait donc l'uranium nigérien. Donc quand on a cet assemblage-là, il est clair alors que les assaillants, les mercenaires comme on les a appelés, n'ont pas pour vocation de venir faire du terrorisme habituel comme on connaît. Excellence Ogoyou Kedoue, l'objectif de cette attaque était-il la destruction d'infrastructures stratégiques, une prise de contrôle de l'aéroport, ou carrément c'est la présence de 1000 tonnes d'uranium sur le site qui était le véritable mobile de l'incursion? Il y a tout dedans. Si on peut prendre l'aéroport, on le prend. S'il faut saccager l'aéroport, on le saccage. S'il faut détruire 1000 tonnes d'uranium pour empoisonner l'air à 200-300 km à la ronde pour tuer
les Nigériens, parce que pour les opérateurs, pour le commanditaire, les Nigériens, c'est des cafards, on peut les tuer, lui il veut son uranium et on ne peut pas lui opposer des vies humaines. Ce n'était pas le même mode opératoire. Donc ce mode opératoire est beaucoup plus sophistiqué. Et de là survient cette question. Comment est-ce que des voyous qui sont dans les brousses peuvent avoir des coordonnées satellitaires d'un aéroport pour pouvoir l'attaquer? C'est là le nœud même du problème. Pardon? Avec des drones. C'est là où il y a le problème. Comment est-ce que des voyous qui sont dans des brousses peuvent s'approprier des armes aussi sophistiquées pour venir s'en prendre à un aéroport? Comment est-ce qu'ils ont pu avoir des coordonnées précises des endroits où sont stockés l'uranium, où est stocké l'uranium, des endroits où il y a la force unifiée de l'AES et en plus là où il y a les drones? Qui n'en sont même pas. Si les mercenaires veulent des drones, ils n'ont que l'embarras de choix. Le drone des Ukrainiens, les nazis de Kiev, avec leur chef nazi Zelensky, qui ne rêve que de tuer les Noirs, comme son ami, qui lui dit même de refuser de signer des accords de paix. Eux là, tuer les Noirs, c'est leur première distraction. Donc les terroristes ont l'embarras de choix entre les drones fournis par les nazis ukrainiens et les autres drones que les gens commandent dans la région à des fins même touristiques. Maintenant, je voudrais qu'on passe à l'enquête qui est en cours entre terrorisme et mercenariat. D'abord, le profil des assaillants, Nani Sossou. Qui sont ces personnes capturées? On en a attrapé une vingtaine, dit-on. On parle de la présence d'un ressortissant français parmi les corps appréhendés. Que disent les premières constatations d'identité? En fait, il faut dire que le terrorisme au Sahel a plusieurs visages aujourd'hui. Que ce soit des visages blancs ou des visages noirs, de blancs plutôt à la peau noire, ils sont nombreux. Et c'est une foultitude de mercenaires qui sévissent et qui sont à la solde, bien sûr, de sponsors et d'impérialistes qui veulent prendre le contrôle, pas que du Sahel, mais de toute la sous-région, de toute la zone du Golfe du Bénin. Donc, comme l'a révélé la télévision nigérienne, parmi les assaillants et les mercenaires tués se trouve un blanc. Et j'ai poussé un peu ma curiosité pour lire un peu partout sur des forums, écouter les analyses des uns des autres. Et il semble même que le mercenaire blanc tué, son nom se trouve déjà, son identité n'a pas été pour l'instant révélée. Il semble même que son nom se trouve dans la base de données déjà du Niger. Comme un groupe, comme un formateur des groupes terroristes. Comme un formateur des groupes depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, donc comme un formateur. Donc son nom se trouve déjà dans la base de données des services de renseignement du Niger et qu'il est déjà recherché. Et il semble également que son téléphone était sur lui. L'appareil qu'il utilise pour communiquer était sur lui lorsqu'il a été abattu. Et cet appareil mobile, certainement, va beaucoup parler de ses liaisons, de ses relations et autres. Et en dehors de ce blanc qui est tué, on a constaté quand même qu'il y a beaucoup de noirs, comme je le disais tout à l'heure, mais des noirs, des blancs à la peau noire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui agissent de leur propre chef, mais qui reçoivent des ordres. Parce que le terrorisme aujourd'hui, ou bien le mercenariat aujourd'hui, comme on l'a connu dans les années 70-80 avec Bob Denard, ne se présente pas sous cette forme aujourd'hui. Actuellement, on a transposé ce travail-là à nous les Africains. Comme ça, on passe beaucoup plus inaperçu. Imaginez par exemple des Africains, des Noirs qui se promènent à moto autour d'un aéroport comme Niamey et qui dissimulent les armes. Ce serait difficile à intercepter. Mais des Blancs comme Bob Denard qui atterrissent comme ils ont fait à Cotonou pour déstabiliser le régime. Dans les années 70, le régime de Mathieu Kérékou, c'est complètement visible, ou bien dans les Comores, où partout Bob Denard a fait son malheur sur le continent. Donc, ces Noirs-là, ce sont eux qui ont pris la relève des Blancs qui venaient sur le territoire. Et ils sont nombreux. Aujourd'hui, la paix, c'est quoi? C'est le gain. C'est la manipulation. Maintenant qu'on les a pris vivants, tu crois que qu'est-ce qui a permis au président Tiani
de parler aussi clairement et d'accuser des gens. S'ils n'avaient pas d'informations de première main. Oui, mais Encore que... est-ce que le fait qu'on ait pris un assaillant de nationalité française, que ça suffit pour extrapoler? Il n'a même pas besoin d'être français. Aujourd'hui, la France, pour nuire à l'Afrique, n'a pas besoin d'envoyer des Français. Parce qu'ils savent, les Français savent qu'en matière de nuisance, le nègre est tellement mauvais et mauvais contre son frère que tu envoies le nègre, il fait mieux que si tu avais envoyé un Français. L'analyse que nous venons de suivre montre à quel point la situation reste fragile dans la région. Entre enjeux sécuritaires, tensions diplomatiques et rivalités politiques, chaque événement peut rapidement prendre une dimension internationale. Et cela met à nu certaines méthodes de la France-Afrique qu'on pensait révolues. Mais maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, que signifient vraiment ces accusations de la France, de la Côte d'Ivoire et du Bénin? S'agit-il de révélations sérieuses ou plutôt d'un message politique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'analyses sur l'actualité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, pensez à vous abonner à la chaîne.